C'est parti. Il y a une musique bizarre, mais c'est bon. C'est parti. Du coup, je vais afficher aussi la partie conversation. Qui ne paraît plus. Conversation, moi non plus. Okay. Donc, on en est là. Est-ce que vous voyez les... Quand je fais le partage d'écran, est-ce que vous voyez les vidéos de Zoom ou c'est juste moi qui les vois? Quand je fais le partage d'écran, est-ce que vous avez aussi le retour vidéo de Zoom ou pas du tout? Est-ce que sur l'écran que je partage, il y a la barre de vidéo avec les vignettes de tous les participants ou pas? Non. Ok, d'accord. Ah oui, on voit les vidéos des participants. Pas tous, mais on en voit, non? Ah non. Mais on ne voit pas les vôtres, disons. Ok, d'accord. Non, vous voyez les vôtres. Ok, d'accord. Non, mais c'était pour être sûr que c'était savoir si je devais la faire passer sur le deuxième écran ou pas. Ok. Alors, qui veut commencer? On va peut-être prendre les problèmes un peu au fur et à mesure. Donc, Lucie, tu m'avais fait un mail pour me signifier que quand tu faisais la composition cartographique, la résolution était très pixelisée. Est-ce que tu as résolu ton problème? Au niveau des pixels, non, pas tellement. Du coup, on est d'accord que quand tu fais gestionnaire de mise en page, ma belle carte que j'ai créée ce matin avec vous, si je l'ouvre, j'obtiens ça et c'est l'encart qui était ici qui était très pixelisé, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et quand tu cliques sur la flèche bleue qui permet de rafraîchir l'affichage, ça t'améliore pas la résolution. Non. Ok. Et qu'est-ce que... Si, là, je crois que ça me l'améliore. Ok. Donc ça se peut que des fois, au moment où vous insérez la carte, il fait un import un peu grossier et puis qu'il n'aille pas jusqu'au bout du raffinement en termes de résolution. Donc normalement, un clic sur le bouton rafraîchir permet de récupérer de récupérer la résolution optimale telle qu'elle apparaîtra dans l'export final de votre carte. Oui, là, ça va un peu mieux. Mais du coup, j'avais une autre question aussi. Quand j'essaye d'importer, d'ajouter une image pour mettre la flèche qui va vers le nord. Tu fais ajouter un élément, ajouter une image. Voilà. Et après, ça me fait, du coup, je fais le carré là sur ma page. Et ensuite, j'ai pas la fenêtre qui s'ouvre sur la droite pour modifier le truc, quoi. Ok, ici tu n'as pas propriété de l'objet en lien avec Non, là, j'ai pas ça. J'ai pas ça. J'avais aussi ça, Lucie, avec ta version. Je pense que si tu vas en vue ou anneau. Anneau, c'est quoi? Non, en haut, en haut. Anneau, c'est en haut. Désolée. Attends, c'était... Oui, vue, il me semble. Oui. Panneau en bas. Non, barre d'outils. Non. Non, c'est c'était là panneau, quelque part. Panneau, oui, à composition, tu dois propriété avoir de... éléments et propriété de l'objet qui s'affichent. Il faut que tout soit coché en fait. Ok. Bah, c'est bon, c'est résolu. Super. Et, voilà. Et qui c'est qui a répondu qui c'est qui a Moi. C'est Marie. Ok, très bien. Moi, j'ai une question sur la suite, justement. Quand on a mis notre carte dans la nouvelle carte, si on peut dire ça, et on veut, parce qu'en fait, moi, pour modifier la grandeur, je faisais avec le curseur. Mais est-ce que, parce qu'à droite, dans propriété de l'objet, on peut choisir l'échelle. Oui. Mais quand je changeais l'échelle, ça ne changeait pas forcément dans la carte. Ou si je choisissais une échelle un peu standard, c'était outre grand, outre petit. Alors là, tu vois, j'ai 79 000 quelque chose. Si je mets 100 000, je clique OK. Normalement, ça modifie, tu vois, ça a modifié le niveau de zoom de ma carte. Si je mets 1 million,
ça va modifier encore plus. Donc moi, ça a l'air de fonctionner. Toi, ce que tu me dis, c'est que ça ne fonctionne pas sur ton... Quand tu modifies l'échelle et que tu tapes sur Entrée. Non, oui, ça fonctionne, mais disons que pour faire Ok, rentrer l'image bien dans le carré, ok, c'est ok, des échelles un peu bizarres. ok. Voilà, je Donc, me demandais si c'était normal. non, alors oui, quoi, oui, c'est normal. Après, sur la gauche, ici, tu as la possibilité de déplacer, ici avec le quatrième outil, tu as la possibilité de déplacer le Ouais. contenu de l'image, de recentrer éventuellement si c'est nécessaire. Tu vois, tu peux modifier le centre de ton, enfin, ce que tu vois dans ta vue. Et tu peux modifier avec normalement. Voilà, moi j'utilise la molette de ma souris et ça modifie l'échelle d'un facteur, je sais pas, de 2. Ouais, Ouais, mais ça, j'ai réussi au final. Le rendu n'est pas mal. Le problème, c'est que si on veut mettre en bas une échelle, c'est pas 1 à 1 million ou 1 à 25 000, c'est 1 à, je sais pas, des numéros bizarres. Alors ici, tu peux recliquer sur l'échelle, sur ton encart d'échelle cartographique. Alors, attends, faut qu'il me donne la main. Ah oui, alors attends, il faut que je sélectionne l'autre outil, je sélectionne ma barre d'outils, et c'est peut-être que là, tu dois préciser que tu as la largeur fixe, c'est une unité. Donc si effectivement tu modifies fortement la représentation, c'est-à-dire que si tu le fais à l'échelle de la France, 4 unités, alors que c'est en kilomètres, ça va te poser un petit peu problème. Donc je te conseille ici éventuellement de modifier la Ouais, je largeur. pense que c'est parce que j'ai la vieille version que j'ai pas exactement les mêmes. Je n'ai pas trouvé justement. Alors, c'est possible. Toi, tu as la version 2.18, hein, c'est ça? Ouais, ben je vais chercher encore un petit peu Mais sinon. normalement, tu dois jouer sur le nombre de segments qu'il y a ici Ok. pour jouer sur l'appréciation de tes Largeur fixe. Ok. largeurs fixes et tu précises le nombre d'unités. Là, l'étiquette pour les unités, ce sont les kilomètres. Donc là, moi, j'ai demandé 4 segments et donc je vais avoir une échelle cartographique de 4 kilomètres. C'est clair qu'après, ici, si mon objectif, c'est de voir l'ensemble du territoire français, ici, si je dézoome, c'est clair que mon échelle va pas du tout ressembler et va pas avoir du tout la finalité que j'attends. Du coup, là, il faut que je resélectionne mon échelle et que je puisse lui dire que ici, il va y avoir, par exemple, un segment ne va pas représenter une unité, mais par exemple 100 unités ou même 1000 unités. Et là, je voudrais que deux segments. Et là, donc il faut faire un ensemble d'essais-erreurs pour arriver à quelque chose d'appréciable d'un point de vue visuel. Alors, il faudrait que j'active mes départements pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc là maintenant j'ai les départements de France. Et si effectivement mon objectif c'est de représenter toute la France entière et que je reviens sur ma carte, je rafraîchis le contenu de ma carte. Alors ça mouline un peu. Sauvegarder. Alors, le rafraîchissement peine un petit peu. Je pense que j'ai un petit peu trop. Hop, je ferme ma composition carto parce qu'elle n'a pas l'air de s'en sortir. Je relance mon gestionnaire. Je relance ma belle carte.
Je rafraîchis le contenu. J'ai pas l'impression qu'il souhaite faire des liens avec la carte. Donc, je la supprime. Je rajoute une carte. Ben là, j'ai réussi à la modifier, si jamais. Voilà. Donc là, moi, je retrouve bien effectivement toute la France et je vais avoir l'échelle normalement là qui s'adapte et donc je peux lui demander éventuellement ici, je peux mettre que 500 unités. 500 unités, et ça me semble pas mal. Je peux augmenter éventuellement, voilà, je peux demander de mettre 3 segments. Donc c'est à vous un peu de faire le choix pour arriver à avoir une échelle carton à peu près bonne et qui corresponde à ce que vous attendez. Alors, d'un point de vue en termes une règle d'usage, quand vous insérez des échelles cartographiques, vous avez vu que quand vous insérez une échelle, vous pouvez, je viens sur les propriétés de ma barre d'échelle, vous pouvez avoir soit une échelle graphique à la mise en page et vous pouvez aussi insérer ah non, c'est bon, ils ont viré. Avant, il y avait la possibilité éventuellement de rajouter une échelle littérale, c'est-à-dire 2 points 100 millième par exemple. Mais je vous déconseille de faire ça puisque à chaque fois que vous récupérez une carte, vous allez modifier ses proportions avant de l'insérer dans votre document final, que ce soit un PowerPoint, un rapport, etc. Et le fait de modifier la taille de votre carte pour l'ajuster à la place dont vous disposez dans votre rapport, ça va forcément modifier le rapport cartographique. Alors que si vous insérez une échelle graphique, comme c'est le cas ici, avec des segments et des valeurs numériques, normalement, la modification de la taille de votre carte finale impactera aussi la modification de la longueur de votre échelle graphique et du coup, cette échelle sera toujours valable. Ce qui n'est pas le cas si vous écrivez 1,25 millième, par exemple, directement dans votre document carton. Ok. Ce que je vous propose, moi, c'est peut-être qu'on prenne un petit peu les questions au fur et à mesure qu'elles viennent, les problèmes que vous auriez rencontrés, des choses qui vous auraient semblé bizarres, pas normales, etc. Nous, avec Emeline, on avait une question sur le premier calcul qu'on devait faire là, avec la. Ouais. On trouvait que on ne savait pas si c'était très logique de faire le nombre total d'actifs sur le nombre d'actifs agricoles. On a fait l'inverse et on a multiplié par 100. C'était ça. Ah, il y a une erreur dans l'énoncé, tu veux dire? Bah, je sais pas, peut-être que c'est nous qui avons mal compris, mais Non, c'est effectivement, c'est un ratio. Normalement, c'est la population. C'est quelle page, ça? il y a 22. C'est possible qu'il y ait eu copier-coller. Est-ce qu'on est 22? Mais tu as raison, hein, c'est le nombre d'actifs du secteur agricole divisé par le nombre. Ah non, excuse-moi, je suis sur le TP2, c'est pour ça que ça marche pas. Page 22. Cliquez sur le bouton afin de rentrer la formule. La valeur de calcul dépend du rapport entre le nombre total d'actifs et le nombre d'actifs appartenant à la CSA. Ah oui, non, mais là, j'ai pas mis d'ordre. C'est un rapport entre ces deux entités. À vous de choisir effectivement dans quel ordre vous voulez le mettre. C'est un pseudo-piège. Et est-ce qu'on doit multiplier par 100 après la division pour mettre en pourcentage? Alors, c'est vous qui choisissez. Effectivement, si vous multipliez par 100, après, ça sera à vous, au moment de construire votre carte, ici, de préciser que peut-être dans la légende, que ici, ce sera le nombre, par exemple, au lieu que ce soit département,
puisque là, vous aurez une couche département avec des classes différentes en fonction des différentes classes de proportions que vous aurez créées. C'est à Ouais. vous de signifier dans le nom de la couche, ici, Ah oui. que éventuellement c'est exprimé en pourcent. Par exemple, ça peut être pourcent de population rattachée à la CS1. D'accord. Voilà, vous faites ça et comme ça, c'est explicite dans la légende. Le lecteur, en regardant la légende, comprend que le dégradé de couleurs associé aux classes et les valeurs associées sont bien rattachées à du pourcentage et non pas à un ratio qui, lui, évolue entre 0 et 1. Ok. Et si on n'est pas obligé de multiplier par 100 non plus. Si vous multipliez pas par 100, ça sera un ratio et du coup, là, pareil, vous mettez ratio de population rattaché à la CS. D'accord. Et ça donne des très petits nombres, c'est normal. Mes premières valeurs, c'est 0, Alors, virgule. le souci, effectivement, c'est que si vous ne multipliez pas par 100 et que vous faites un rapport, si vous avez contraint le champ avec, je reviens sur ici, vous avez deux chiffres après la virgule. Ah oui, alors c'était cette valeur qu'il aurait fallu éventuellement modifier. C'est-à-dire qu'ici, la précision, Ouais. quand vous créez un nouveau champ, la précision, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Ah, d'accord. Et Donc c'est ça qu'on effectivement, 2 est peut-être trop restreint et du coup, il va tronquer les valeurs deux chiffres après la virgule. Or, vous avez certainement des départements où le ratio de population, si vous restez en ratio, c'est-à-dire que vous ne multipliez pas par 100, est suffisamment faible pour que la valeur apparaisse à 1 alors qu'il devrait y avoir peut-être 1% de la population qui, donc 1, ça Ok. devrait apparaître. Mais effectivement, peut-être la rajouter une précision un tout petit peu plus forte. 0, peut-être mettre 4 chiffres après la virgule au lieu de 2. Après, comme c'est dans des parts, c'est pas très grave, je pense, parce que même si on voit les chiffres après la virgule, ce sera toujours dans les mêmes quartiles. Normalement, ce sera dans les mêmes classes que Oui, vous les aurez mêmes classes. constituées. Effectivement, vous Ok. aurez dans le département de France, Ouais, ok. j'ouvre la table attributaire. Donc, dans le département de France, si je me mets en mode édition, je crée un nouveau champ que je vais appeler ratio, ratio CS1. Et donc là, je dois lui dire que c'est un nombre décimal avec 10 chiffres et je vais mettre 5 chiffres après la virgule. OK. Et une fois que ça c'est fixé, on ne peut pas le modifier Et après ça, avoir. c'est non modifiable. Donc après, Ah ouais. vu que le temps de calcul et le temps de création est quand même pas énorme, tu peux recréer un champ. Donc une fois que tu as créé ton champ, ton nouveau champ qui apparaît au bout de ta table attributaire, effectivement, tu peux calculer sa valeur en cliquant sur le petit outil ici là, qui représente un boolier et qui est la calculatrice de champ. Ouais. Donc, soit tu crées le champ au préalable, comme ce que je viens de faire, soit éventuellement, même au moment de créer un champ, au moment de faire un calcul, tu peux créer un nouveau champ ou mettre à jour un champ existant. Vous allez voir, notamment dans le TP2, des fois, il faudra mettre à jour le contenu d'un champ, mais qui existe déjà, et donc il faudra bien faire attention à cocher mise à jour d'un champ existant et spécifier sur quel champ vous allez devoir travailler. Donc là, nous, on va mettre à jour un champ existant, puisque je viens de le créer, c'est ratio CS1, et il sera égal. Donc là, encore une fois, le calcul va dépendre de valeurs que je vais trouver dans la table, et donc ça sera égal à actif CS1 divisé par actif de la même année de 15-64 ans. Et donc, si je décide de passer en pourcentage, je multiplie par 100 ce calcul, et autrement, je le laisse comme ça si je souhaite rester en ratio. Donc, je vais rester comme ça pour voir si effectivement ça impacte un nombre de chiffres après la virgule. Et vous voyez qu'effectivement, là, on voit bien que si on tronque à 2 chiffres après la virgule, il y a tout un ensemble de départements qui auraient la valeur 0, alors qu'ils ont quand même un certain nombre d'agriculteurs ou de personnes associées à la CSP1 qui existent quand même dans ce département. Il n'y a aucun département qui a 0 Ok. agriculteur. Oui, oui, les 11 premiers, normalement, ils ont la valeur 0 s'il n'y a pas de. Si les décimales ne sont pas assez poussées. Effectivement.
on voit là qu'après, on commence à avoir des valeurs qui apparaissent ici, là, à partir du même, moi, pour mon exemple, c'est à partir du 24e enregistrement. Monsieur, Oui, moi, en fait, justement, j'ai fini ma carte, mais je me rends compte que j'ai écrit un truc faux dans la légende et je voulais la retrouver, mais je sais que je l'ai sauvée, mais je ne sais pas où je dois la chercher. alors ta carte, maintenant que tu l'as créée, si tu l'as finie, tu peux la rappeler à n'importe quel moment. En fait, le composeur cartographique qui est ici, j'enregistre ma carte. On dit que juste avant d'aller manger, toi, tu avais fini ta carte, tu pensais l'avoir finie, tu as fermé ton composeur cartographique. Quand je suis dans mon projet QGIS, je peux aller dans le projet, gestionnaire de mise en page, cliquer sur gestionnaire de mise en page et retrouver ma belle carte, double-cliquer dessus et elle s'ouvre. Retrouver, ben, chez moi, c'est différent. Alors, déjà, Alors chez c'est moi, il dit Marie, projet, il dit gestionnaire de composeur. gestionnaire de composeur. C'est Voilà, effectivement la même chose. Donc, gestionnaire de composeur, tu vas trouver, je lance la version 2.18. ouais. Et puis là, j'ai un petit panneau, mais ouvrir le répertoire de modalités, non, ajoute. Normalement, si tu as bien fait le travail ce matin, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'à un moment, tu sauvegardes ta carte. C'est-à-dire que là, Oui, je l'ai sauvegardé. tu as Mais bien pensé, avant de fermer ta session, de sauvegarder la carte en cliquant sur la petite… oui, sur la oui, petite… mais après, c'est pas, j'ai pas eu une fenêtre qui s'ouvrait quand j'ai sauvegardé. J'ai seulement fait sauvegarder. Non, mais en fait, quand tu fais sauvegarder ici, il l'enregistre et c'est un document qui est encapsulé dans ton projet QGIS. Donc, ce Ok, n'est pas un fichier proprement dit. Le fichier va être créé au moment où tu exportes ta carte. C'est-à-dire que ouais, là, ça. là, je considère que ma carte est finie, par exemple. Elle est loin d'être finie, mais je considère que moi, j'ai assez travaillé dessus et que je souhaite la déposer sur TCA. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir exporter ma carte, c'est-à-dire je vais pouvoir l'exporter au format image, au format SVG, qui est un format vectoriel pour les applications Adobe, etc., ou l'exporter au format PDF. Moi, je vous Ouais. conseille de l'exporter au format image. Bah, mais moi, je la trouve plus, là. Je suis sur gestionnaire de composeur. Mais, mais je sais que je l'ai sauvé parce que je l'ai refait 2 fois. Et la deuxième fois, quand j'ai donné le même nom, il me disait qu'il existe déjà une carte avec ce nom. Mais là, je sais pas où ils sont. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis en train d'ouvrir un projet. Alors, est-ce qu'il existe encore ce projet? J'essaie d'ouvrir un projet qui ressemble à quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai un projet QGIS. Ok. Voilà. Et donc, dans la version 2.18 du logiciel, j'ai effectivement gestionnaire de composeur. Ouais, voilà, j'ai fait Je ça. l'ouvre. Donc là, moi, j'ai rien parce que je n'avais pas de carte. Mais quand je fais nouveau composeur d'impression, que je l'appelle test, il me crée un nouveau composeur qui ressemble sensiblement quand même à celui qu'on a dans les versions 3, Oui, etc. oui, oui. Je rajoute une nouvelle carte. Ajouter une nouvelle carte. Hop, elle est là. Je claque. J'enregistre mon composeur. Je ferme mon composeur, je reviens dans le QGIS et ici je fais QGIS, gestionnaire de composeur et j'ai test qui apparaît, je double, alors je Mais clique non, dessus, je la sélectionne et je fais afficher, normalement il me la réouvre. Ah, c'est bizarre parce que moi, je l'ai pas. Ah, bah, c'est pas grave. Alors je C'est pense que moi. ça veut dire que tu n'as pas dû la sauvegarder. Ouais. Je pense que tu n'as pas dû la sauvegarder. Tu as dû sauvegarder ton projet QGIS, mais peut-être pas la carte, la composition cartographique dans le composeur d'impression. Ouais. Je vois que ça hein, comme explication. Ok. Alors, j'ai des difficultés. Alors, attendez, je regarde les différentes. J'ai une question par rapport aux métadonnées. Comment elles sont vides. Donc, Mélissande, je te rassure. Alors, ça, c'était avec l'ancienne fiche. Je vous ai dit ce matin, au moment de se quitter, que je vous mettais une nouvelle fiche de TP au format PDF en ligne sur TCA qui comportait un certain nombre de corrections.
notamment celles qui se rattachent à ces histoires de métadonnées. Donc effectivement, le nouvel onglet métadonnées dans les propriétés de la couche montre un ensemble de fenêtres avec des champs vides. Et si vous voulez avoir des informations, l'emprise spatiale, etc., ça sera dans l'onglet source que vous trouverez cette information. Si ça répond à la question de Mélissonde. Je crois dans l'onglet information, Emeline lui a répondu. Merci Emeline. J'ai des difficultés à migrer la table des attributs, surtout avec les différents filtres. Et sur le TP2, vous demandez d'importer des points GPS sous format texte. Pourquoi est-on obligé de les enregistrer, de les supprimer pour qu'ensuite on soit obligé de les réimporter? Donc ça, c'est Jocelyn qui pose la question. Est-ce qu'il est là, Jocelyn? Oui, il est là. Alors, donc là, on attaque... ok. Alors, juste avant d'arriver, tu me fais penser juste à traiter ta question. Je voudrais juste m'assurer que pour le TP1, aucun autre problème n'aurait été rencontré par les différents étudiants. Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce qu'il y a des choses qui continuent à vous bloquer sur le TP1 avant que je réponde à Jocelyn en attaquant le TP2? Est-ce que si on a enregistré sa carte en PDF, c'est grave? Non, c'est pas grave du tout. C'est juste qu'elle sera au format PDF. Typiquement, une carte, quand vous allez la créer sous un composeur d'impression, généralement, ça va être pour l'insérer dans un document Word, pour illustrer un rapport, ou dans un document PowerPoint pour l'utiliser lors d'une présentation. Et du coup, le format PDF ne se prête pas forcément très bien à une insertion dans un document Microsoft. C'est pour ça que le format image sera plus approprié. Avant de finir sur le TP1, c'est possible de montrer comment on manipule la table des attributs en fonction avec les filtres et aussi avec les paramètres que vous avez demandé de surligner avec une couleur spécifique et comment les mettre en haut et pas les chercher de partout dans la table. Ok, d'accord, très bien. C'est juste Il n'y a pas de souci, je vois ce que tu veux dire. Limite administrative. J'ouvre ma table attributaire. J'ouvre ma question, j'ouvre le truc. Donc, alors certains ce matin ont été bloqués, mais je vous avais trouvé des solutions de repli. Hein, je vous les montrer aussi. Vous pouvez aussi voir votre table sous forme d'un formulaire ou sous forme d'une table classique, comme vous pourriez l'avoir dans un tableur classique. Donc, si vous êtes bloqué avec ce type de visualisation, recliquez sur le bouton en bas à droite pour repasser dans une visualisation classique. Alors, comment fonctionne ici la mise en exergue des données? Alors, je vais répondre en deux temps. Je vais d'abord montrer comment on va remonter les enregistrements sélectionnés. Donc, je fais une sélection. Voilà. Ce matin, je vous ai montré comment utiliser l'outil Select by Expression, donc le sélectionneur attributaire. Pardon. Vous avez ici un petit outil intéressant qui vous permet de rattacher, de rappeler les dernières requêtes SQL que vous auriez fait dans votre projet. Donc ce matin, je vous ai montré une sélection avec la sélection de l'ensemble des communes de 2006 dont la population est supérieure à 2000 habitants. Je reclique dessus, elle se réaffiche, je sélectionne des entités. J'ai 250 entités qui sont sélectionnées, que je vois apparaître. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, qui apparaissent sur ma carte. Je vais enlever les labels pour faciliter la visualisation de ce que je vous montre. Étiquettes, j'enlève les étiquettes. Appliquer, OK. Donc voilà ce que j'obtiens. Et effectivement, on a vu qu'elles étaient plutôt sur les vallées comme la vallée de l'Aude ou sur le littoral, qui semble assez logique. Avec l'organisation du peuplement en France, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Là, j'ai 250 lignes qui sont sélectionnées dans ma table, mais qui sont disposées un petit peu n'importe où dans ma table, et je ne vais pas m'amuser à devoir les compter, etc. Si je fais ça, je peux aussi cliquer sur le petit bouton qui est ici, à côté du filtre, déplacer la sélection au sommet, ce qui va me faire remonter de façon artificielle tous les enregistrements sélectionnés en haut. Vous voyez que là, j'ai les 250 enregistrements sélectionnés qui sont les uns à la suite des autres, et puis après, je passe sur le reste de la table, donc le complément de la sélection. Okay.
Il y a un autre outil intéressant ici qui est d'inverser la sélection. Parfois, il est plus simple de sélectionner ce qu'on ne veut pas et après d'inverser la sélection pour récupérer le complément. Par exemple, si je clique ici, j'inverse ma sélection et donc, a priori, j'ai récupéré l'ensemble, dans ma sélection, j'ai récupéré l'ensemble des communes dont la population est inférieure à 2000 habitants. Vous pouvez le voir ici sur la carte, c'est toutes les communes, tous les polygones qui apparaissent en jaune. Et vous voyez ici que j'ai maintenant, en ayant cliqué sur ce bouton inverser la sélection, j'ai 1306 polygones qui sont sélectionnés au lieu des 250 de tout à l'heure. Okay. Donc, j'ai un autre outil qui est intéressant, c'est la mise en forme conditionnelle. Donc, je pense que c'est ça dont tu parlais, Jocelyn. Ouais, peut-être. Donc, la mise en forme conditionnelle, c'est un petit peu comme c'est des outils qu'on trouve maintenant dans des tableurs Excel ou LibreOffice. Ça va me permettre de mettre en place une règle dans mon tableau pour surligner des lignes ou des cases qui correspondraient à un critère de sélection. Donc là, il va falloir, ça m'ouvre un volet à droite, là, comme c'est le cas ici, et je vais soit sélectionner un champ, soit sélectionner une ligne complète. J'ai deux options. Voilà, donc je peux lui demander de me sélectionner un champ. Le champ, ça sera par exemple population totale 2006. Et la nouvelle règle, c'est commune supérieure à 2000 habitants. Condition. Donc la condition ici, je dois marquer la condition que je cherche à mettre en exergue dans mon tableau. Donc je clique sur le petit bouton epsilon ici et je lui demande ici, je crée un peu comme si je faisais une sélection attributaire. Donc comme je l'ai fait précédemment, donc je peux même revenir ici et chercher. Du coup, c'est quoi la différence entre éditer une règle et une sélection Alors, une sélection attributaire. Là, éditer une règle, ça va vraiment juste être une mise en forme du tableau. C'est-à-dire que ça ne sera pas une sélection, c'est juste que ça va me colorier en rouge, par exemple, si je décide de prendre la couleur rouge, ça va me colorier en rouge les lignes qui correspondent à cette requête. Donc, ici, je vais lui dire donc, champ et valeur, population totale 2006 supérieure à 2000. OK, voilà. Mon réglage, ok, bon, bah, je vais dire que ça va être comme ça, par exemple, arrière-plan, texte, machin, etc. Et je fais fait. Il m'a rajouté une règle. Donc là, je vais effacer la sélection en cours sur mon outil, alors sur ma table. Donc ici, vous avez un dernier icône ici qui permet de tout désélectionner. C'est aussi pratique. Hein. Une fois qu'on a une sélection en cours, on peut parfois avoir envie de désélectionner l'objet. Et vous voyez que j'ai ici une case, puisque c'est le champ PopTot, donc la cellule qui correspond à ça, qui va apparaître en rouge. Donc toutes les cellules dont la valeur serait supérieure à 2000 habitants, comme je l'ai spécifié ici, vont apparaître en rouge. Ce n'est pas du tout une sélection, hein, c'est juste un confort de visualisation des données qui vont vous permettre de coloriser, selon vos choix, les cellules qui correspondent à votre critère de sélection. Est-ce que c'est bon ou pas, Jocelyn? Et je peux ajouter plusieurs règles. C'est-à-dire que là, je peux lui demander rajoute une règle. Et puis maintenant, ça va être, par exemple, pop inférieur à 500 habitants. C'est ça. Je vais dire donc, maintenant, c'est inférieur à 500 habitants. OK. Les réglages, par défaut, si ça ne me convient pas ce qu'il y a là, ben, je vais lui dire, ben, moi, je voudrais un arrière-plan en vert. Alors, peut-être un vert plus moins soutenu. Et puis, un texte, je peux changer, je peux mettre un texte en bleu, par exemple. Voilà, je peux même jouer sur, dire que c'est en gras, par exemple. Je fais fait. Et voilà, j'ai toutes les cellules qui correspondent à ces enregistrements qui apparaissent ici en... Et ces paramètres, c'est possible de toutes les cases qui ont été sélectionnées, de les remonter en haut du tableau? Alors non, ça ne correspond pas à une sélection active. Là, c'est vraiment juste de la mise en forme.
on peut imaginer si on a un gros tableau de données et qu'on a 4-5 règles qui permettent de partitionner un peu mes enregistrements sur des grands ensembles, je vais pouvoir utiliser ça pour vraiment avoir une facilité de prévisualisation de mes données. C'est juste du confort d'affichage. Hein. Ok, j'ai compris. Okay. La colorisation peut se faire sur un champ ou aussi peut se faire sur une ligne complète. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, je reste sur la population parce que c'est facile. Population supérieure à 10 000 habitants. 10 000 habitants, la condition, ça va être dans le récent. C'est la piscine la plus profonde du monde. 40 mètres de profondeur. Il arrive encore à respirer sans bouteille. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, voilà. Et vous voyez qu'ici, le fait d'avoir choisi ligne complète, ça me permet de sélectionner, de mettre en rouge toute la ligne de la. Mais effectivement, ça ne correspond pas, encore une fois, à des sélections actives. Ça ne correspond qu'à des colorisations, soit des cellules, soit des lignes de mon tableau. Faites attention ici, en bas à droite du menu de la table attributaire, vous avez aussi la possibilité de montrer toutes les entités ou de montrer que les entités sélectionnées ou de montrer que les entités visibles sur la carte. Alors ça peut être pratique. Hein. Vous voyez ici, si je zoome sur une zone restreinte de ma carte, il va m'indiquer que j'ai normalement 1556 entités donc communes sur l'ensemble de ma couche d'information, mais du fait de ce filtre, je n'en vois que 71, et c'est les 71 qui apparaissent sur ma carte ici. Donc qui intersectent en fait, intersectent la zone de visualisation. Ce qui est un peu flippant, c'est quand vous faites ne montrer que les entités sélectionnées et que vous n'avez aucune sélection en cours, vous vous retrouvez avec un tableau vide et ça, généralement, ça vous fait assez flipper. Donc, avant de penser que vous avez tout cassé, regardez ici en bas à gauche si vous n'avez pas fait une erreur de manipulation et recliquez sur montrer toutes les entités et là, l'ensemble de votre tableau réapparaît et ça vous détend. Voilà pour... Oui. Du coup, par la même façon, on peut sélectionner, on peut écrire nom égale Limoux. Parce que, par exemple, il y avait une question où on cherchait la commune de Limoux. Ouais. Alors oui, effectivement, tu vas pouvoir... Et j'essaye et ça marche, j'y arrive pas. Alors, je vous ai dit ce matin hein, que vous aviez il fallait être précautionneux dans le... C'est un logiciel informatique. Hein. L'informatique, c'est puissant, mais c'est un peu con. Et du coup, ça ne fera exactement que ce que vous lui demandez. Donc, il suffit que vous fassiez une erreur de saisie de l'information recherchée pour que, éventuellement, il ne trouve aucun enregistrement qui corresponde à votre attente. Donc, si je reste sur l'idée de sélectionner la commune de Limoux, je sélectionne Limoux ici, je sélectionne le nom de l'attribut dans lequel j'ai cette information, donc c'est le nom, qui est égal à, soit je connais l'orthographe exacte, soit j'ai un doute et je lui demande de scanner l'ensemble des enregistrements différents qu'il va trouver dans le champ attributaire nom pour aller sélectionner ici la commune de Limoux. Je double-clique dessus et tu vois encore une fois hein, que comme c'est une chaîne de caractères, il le met entre des simples quotes, donc des apostrophes, pour que ce soit fonctionnel. Okay. Donc Limoux, je fais sélectionner les entités. Il m'a bien, si je regarde ma table attributaire, il me dit bien que j'ai une commune qui est sélectionnée. Et si je ne sais pas où elle est, en fait, je peux cliquer sur cet outil ici pour sélectionner et zoomer sur l'entité sélectionnée. Je clique ici et je me retrouve centré sur la commune de Limoux, qui est bien dans l'Aude. Et donc, ça correspond à ce que, a priori, ce que je cherchais. Alors, ce qui se peut ce matin, c'est que tu aies mangé, on va dire, les guillemets.
et que tu es oublié justement de mettre les simples quotes. Hein. Si tu écris juste l'IMU comme ça, tu vois que l'expression est invalide en bas. J'avais surtout mis en minuscule. J'avais mis les guillemets, mais en minuscule. Et du coup... Alors effectivement, c'est un logiciel informatique et du coup, il est sensible à la casse. Et du coup, si dans ta table, c'est écrit en majuscule, comme c'est le cas ici, et que toi, tu l'écris en minuscule, il va te dire qu'il ne trouve rien qui correspond. Ok. D'accord. Donc effectivement, tu vois que c'est très puissant, mais en même temps, c'est très sensible à ce que tu vas écrire et ça peut vraiment être un souci lors des phases de sélection. Ok, merci. Alors, donc Mélissande me dit qu'elle a eu un petit souci et qu'elle n'arrive pas à valider le quiz du TP1. Serait-il possible de réinitialiser mon quiz TCA? Oui, je vais essayer de voir ça. Je vais m'en occuper après. Éventuellement, tu me fais un mail tout de suite, Mélissa, pour que je puisse. Mélissandre, pardon, excuse-moi. Mélissande, pour que je puisse le garder en tête et faire ça peut-être une fois qu'on aura fini la session live, pour que je puisse réinitialiser tes tentatives et te permettre de répondre au quiz du TP1. Pour le quiz, vous avez dû constater qu'à chaque fois que vous sélectionnez une réponse, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton valider ou vérifier. Je crois que c'est vérifier dans les quiz pour que TCA valide votre réponse et que vous puissiez passer à la question suivante. Autrement, en fait, il considère que vous avez coché sur une réponse, mais que vous ne l'avez pas validée. Et du coup, votre quiz est considéré comme nul, entre guillemets, dans le sens où aucune réponse est validée, même si vous avez bien coché les bonnes réponses. Et alors, Priscilla, j'ai un souci avec la question 11. Je pense avoir mis la bonne réponse, mais il me dit tenter avec une autre question semblable. Alors, c'est bizarre parce que ça, c'est normalement ce qu'on a quand on est administrateur du quiz, ce qui n'est pas censé être le cas pour toi. Je vérifierai aussi tout à l'heure ce qu'il en est et quels sont vos droits là sur le quiz. Il y a peut-être eu un petit souci dans le il y a peut-être eu un petit souci au moment de l'import du quiz dans TCA. Je vais vérifier ça. Réinitialiser. Effectivement. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions en suspens? Normalement, vous pouvez revenir sur les questions d'avant, non? C'est pas possible? Non. Non. Alors, normalement, bon, après, vous vous embêtez pas trop avec le quiz. Hein. L'idée, c'est que vous ayez un certain nombre de questions. Si vous faites quelques erreurs par-ci par-là, c'est pas dramatique. J'entends pour la note finale que vous aurez. Après, je vais vérifier. Normalement, vous pouvez faire plusieurs tentatives. Donc, il doit être possible de modifier les valeurs. Je vous avouerai après que le quiz, là, c'est à peu près une quinzaine de paramètres à choisir pour vérifier du comportement des questions. Et c'est un petit peu compliqué d'avoir la bonne combinatoire pour être sûr que vous pourrez faire ci et pas faire ça, etc. Donc, je vais m'y atteler tout à l'heure, mais aucune certitude que j'arriverai à répondre à toutes vos doléances. Ok. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas validé leurs questions, rassurez-vous, moi, quand je vérifie les réponses que vous avez fournies, même si vous ne les avez pas validées, je vois les réponses que vous avez fournies. Donc après, je pourrais les valider de mon côté, mais pour les quiz que vous ferez à partir de maintenant, pensez bien à cliquer sur le bouton pour m'éviter d'avoir à faire 3 fois le quiz à votre place pour valider votre note finale.
Est-ce qu'on passe au TP2 ou est-ce que vous avez encore des questions pour le TP1? J'ai une dernière question. Oui. C'est sur... Alors, le son n'est pas très bon, Jocelyn. Il est très coupé, haché, menu. On n'entend strictement rien. Allô, Jocelyn? Ok, on a perdu le micro de Jocelyn. Alors Jocelyn, je vois que tu parles, hein, mais nous on entend. En tout cas, moi je n'entends pas. Je ne sais pas si les autres entendent. Moi je n'entends strictement rien. Est-ce que tu peux réessayer de poser ta question, Jocelyn? Ouais, vous m'entendez là? Oui, là c'est bon, là c'est bon. Ok. C'est sur la représentation des vecteurs sous format gradué avec les couleurs en fonction. Oui. À un moment, on a le choix entre faire soit des choix réguliers, soit en quartile. Ok. Alors. Et je voulais savoir c'était lesquelles les meilleures représentations en fonction des données qu'on avait. Ok. Alors là, je vais te donner une réponse simple. Hein. Je vais te dire que ça dépend un petit peu effectivement de la nature de tes données. Gradué, alors là, ça fait appel à vos connaissances en statistiques. Alors si je prends densité de population, je fais classer, est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Donc, qu'est-ce qui est le plus approprié? Il y a ici plusieurs modes de discrétisation, donc de méthodes d'obtention des classes. Donc ici, tu dois choisir ton nombre de classes et ici, tu dois préciser est-ce que c'est équal intervalle, jolie rupture, nombre égal, rupture naturelle, écart type, échelle logarithmique. Alors, intervalles égaux, ça va te permettre de découper de façon régulière toutes tes couches. Tu vois que la différence, la fourchette de valeur de chacune des classes est strictement identique, c'est égal à 2607 de façon régulière. Donc lui, il procède assez facilement, il prend la valeur min et la valeur max qu'il va trouver dans le champ densité de population. Tu lui as demandé 5 classes et il découpe cet intervalle en 5 classes régulières. Le problème de ce type de représentation, c'est que si tu es dans le cas où, comme dans l'Hérault, tu vas avoir quelques communes qui vont écraser en termes de population l'ensemble des villes situées autour, tu risques d'avoir un mode de représentation peu discriminant. Okay. Donc là, typiquement, si on prend ça, par exemple, je modifie juste un peu la représentation. Ok. Et voilà. Je vais changer l'épaisseur. Je vais changer l'épaisseur du truc qui est un peu large. Qui facilite pas la visualisation. Okay. Donc si je fais ça, en fait, j'ai le problème que la ville de Montpellier présente une densité qui est vraiment beaucoup plus importante que celle des autres communes de la région Languedoc-Roussillon. Et si j'utilise école intervalle, je vais avoir quelque chose de peu discriminant. Il n'y a que Montpellier qui va ressortir. Donc, ça ne va pas forcément être très adapté pour ce type de données. Si je prends jolie rupture, là, c'est un procédé qui regarde la forme de ta distribution, c'est-à-dire qu'il va construire un histogramme de la distribution de tes valeurs, c'est-à-dire le nombre d'individus, donc ici de communes qui ont telle et telle valeur, et il va construire un histogramme, il va regarder la forme de la courbe de l'histogramme et il va essayer, à chaque fois qu'il y a une inflexion un peu forte dans cette courbe, de positionner une limite de classe. Donc, si je fais ça, je vais avoir quelque chose, normalement, qui sera pareil, pas encore très discriminant, puisque je vais encore une fois avoir la ville de Montpellier qui va me poser problème. Je peux aussi proposer nombre égal. Nombre égal, c'est qu'il va positionner, là je vais demander 5 classes, et il va me constituer 5 classes avec à chaque fois un nombre de polygones qui sera sensiblement égal d'une classe à l'autre. Voilà ce que je vais obtenir.
Donc, le problème avec nombre égal, c'est que là, si on est sur une zone où j'intègre dans une même carte, dans une même couche d'information, la population des communes de la Lozère et de la zone littorale de l'Hérault, par exemple, et des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, je vais avoir une telle différence qu'effectivement, on va avoir un nombre, une constitution des classes qui ne va pas être forcément très bon. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir dans la dernière classe toutes les communes dont la population varie de 144 habitants à 13 038 habitants. Ah non, mais c'est la densité de population, excuse-moi. Donc des densités qui vont de 144 habitants au kilomètre carré à 13 000 habitants au kilomètre carré, ce qui sera peut-être un petit peu trop discriminant. Quand vous faites ça, je vous montre aussi un autre truc ici. Quand vous avez limite administrative, dans le volet couche, vous pouvez cliquer bouton droit et montrer le décompte des entités. Vous pouvez cocher cette option. Et vous voyez que quand j'ai utilisé la méthode où il va me créer des classes où je vais avoir le même nombre de communes, vous voyez bien qu'il y a à chaque fois, à 1 ou 2 unités près, le même nombre de communes dans chacune des classes que j'ai constituées grâce à cette méthode de discrétisation qui est nombre égal, donc basé sur les quantiles et sur la distribution de vos individus. Je peux utiliser les ruptures naturelles. Généralement, ça donne des résultats assez intéressants qui permettent de mettre en exergue des phénomènes sur la carte relativement intéressants. Alors peut-être que là, par rapport à la densité, c'est peut-être le nombre de classes qui n'est pas assez important et qui ne me permet pas forcément de bien voir ce qui se passe, notamment sur les petites valeurs, hein, les communes rurales de 0 à 52. Mais vous voyez qu'ici, on a un équilibre assez bon entre les grosses agglomérations et puis les petites communes de l'arrière-pays. Vous pouvez aussi prendre la main. C'est-à-dire que là, vous pouvez dire, moi, 0,52, je trouve ça un peu discriminant. Je vais faire de 0 à 10, par exemple. Et puis ici, de 10 à 138. OK, on va faire ça. Et vous allez pouvoir modifier comme ça l'emprise, de façon manuelle, l'emprise de vos différentes classes qui sont issues de votre champ de densité de population. OK. Écart type, c'est basé sur une approche statistique. Alors, 32 écarts types. Pourquoi il ne propose qu'une classe? Alors, écart type, je me demande s'il n'y a pas un bug. Je l'avais essayé l'autre fois et j'ai l'impression que... Donc, écart type, normalement, il calcule la valeur moyenne de tous les enregistrements, il calcule la variance, il en déduit l'écart type et après, il fait des découpages sous forme de demi, de quart ou de huitième d'écart type en partant de la moyenne hein, et puis en partant d'une distribution normale. Il applique des lois relatives à des distributions normales, il positionne la moyenne et puis après, il va positionner des bornes de classe en fonction de ces écarts à la moyenne avec plus ou moins un quart d'écart type, un demi-écart type, etc. Alors, par contre, j'ai pas l'impression que ça marche très bien. Je vais juste sur un autre PC. Je crois que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il génère qu'une classe, alors que normalement, justement, il serait censé en générer un petit peu plus. Alors, j'ai encore la ville de Montpellier hein, qui me pose problème. C'est souvent le cas. Alors, ouais, voilà, là, on a un petit peu plus de. Ouais, mais c'est parce que je l'ai positionné à la main. Donc ça va. Je me demande si le module, le moteur de discrétisation statistique écart type n'est pas un peu vérolé là, sur cette version du logiciel. Normalement, ça donne des distributions, des résultats de classe assez intéressantes, mais là, par défaut, vous voyez que... Vous voyez, je lui demande 6 classes et il m'en sort qu'une. Je pense qu'il est un petit peu buggé là, ce mode écart type. Et après, échelle logarithmique, ouais, ça n'a pas l'air mieux. Donc ça, il faudrait que je vérifie. Ça se peut que dans la dernière version, là, ils soient un petit peu...
J'ai l'impression qu'il n'est pas opérationnel, là. Les deux dernières options, écart-type et échelle logarithmique, ne sont pas opérationnelles. Donc, après, pour répondre de façon définitive à ta question, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Je n'ai pas de réponse toute faite, ça dépend vraiment de ce que tu veux montrer. École intervalle, par exemple, tu peux dire, bah, moi, je vais faire des classes, par exemple, pour la population totale, je vais faire des classes de 2000 habitants par 2000 habitants, et ça va correspondre à quelque chose qui sera visuellement intéressant, et puis qui correspondra, par exemple, cet intervalle de 2000 correspond à quelque chose d'intéressant par rapport à la problématique que tu es en train de traiter. Si par exemple c'était des exploitations agricoles et que tu représentais la variation de la production en tonnes ou alors en hectolitres pour des domaines viticoles, bah, peut-être que dans la profession, il y a un certain nombre de paliers en termes de production qui correspondent à des formes d'exploitation un peu différentes et de nature différente. Tu pourrais comme ça différencier en jouant sur la valeur des intervalles sur des comment ça s'appelle, des tailles d'exploitation qui correspondraient à quelque chose dans la profession sur laquelle tu travailles. Je sais pas, par exemple, tu pourrais avoir un seuil à 10 000 hectolitres qui correspondrait en deçà de 10 000 hectolitres à des petites exploitations familiales ou très sélectes en termes de qualité qui correspondraient à des domaines situés dans des AOC avec des bouteilles à 15 ou 20 euros. Et puis, tu pourrais avoir ceux qui font, je dis des chiffres au hasard, hein, complètement au hasard, mais tu pourrais avoir 200 000 hectolitres et qui correspondraient à ceux qui font pas forcément du qualitatif, mais du quantitatif pour des grosses coopératives et pour inonder le marché européen. Donc là, c'est vraiment toi qui dois savoir quelles sont éventuellement les valeurs numériques qui correspondraient à des choses vraiment différentes dans la distribution de tes données. Nombre égal, quantile, ça permet d'équilibrer un peu la représentation de ton phénomène et d'avoir quelque chose qui soit le plus discriminant sur tes trois classes. Après, à toi de jouer aussi sur la palette de couleurs utilisée. Vous avez vu que la palette de couleurs, hein, vous pouviez vous amuser à la customiser vous-même, hein, c'est-à-dire que là, vous pouvez rajouter, vous pouvez faire varier l'intensité du dégradé entre le blanc et le rouge, là, ce que je suis en train de faire. Vous pouvez dire que ce taquet, ben, en fait, on va passer ici sur du bleu, donc on va faire blanc, bleu, rouge. On va pouvoir éventuellement rajouter un autre taquet juste en cliquant, voilà, en double-cliquant, et puis on va rajouter une dernière couleur pour avoir la palette qui correspondrait exactement à ce que vous souhaiteriez avoir en termes de représentation. J'ai fait ça au hasard, je ne dis pas que le résultat est meilleur que ce qui était proposé au départ. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous avez vraiment la possibilité de choisir comment vous allez représenter les données et quel type de représentation vous allez privilégier pour avoir un rendu final qui corresponde exactement à ce que vous aviez en tête. Donc, tout est customisable dans le rendu, et puis vous avez aussi un certain nombre de dégradés de couleurs qui sont préenregistrés et que vous pouvez choisir à la place de celui qui est proposé par défaut. Par exemple, ici, le blanc ou rouge qui était proposé au début où on a ouvert l'outil dégradé. OK? OK. Donc, ça, c'est des petits outils. Il faut prendre le temps d'aller bidouiller dessus, de cliquer, etc. Je répète un peu ce que j'ai dit ce matin. Hein, c'est a priori, vous n'allez rien casser. Donc, n'hésitez pas à découvrir des choses même qui ne sont pas dans les fiches TP et d'aller cliquer sur des boutons qui ne seraient pas forcément identifiés dans la fiche TP pour voir ce que ça fait. Et vous pouvez toujours revenir en arrière. Si vous avez un doute et vous n'êtes pas sûr de votre manip, faites un enregistrement de votre projet avant de faire ces tests. Et si vous voyez que vous avez fait un truc qui vous semble vraiment dommageable, vous fermez votre projet sans l'enregistrer et vous réouvrez le projet tel qu'il était au moment de l'enregistrement avant que vous fassiez votre test. Et normalement, vous devriez retomber sur vos papiers. Il y a Mathilde, voilà, ouais, Mathilde, faut qu'elle coupe son micro. OK. Est-ce que c'est bon pour le TP1? Ouais. Ouais.
Donc, tac, tac, tac. Est-ce qu'on avance? Est-ce que vous voulez qu'on attaque le TP2? Est-ce qu'on s'en arrête là pour ce matin, pour ce soir, pardon? Est-ce qu'on s'en arrête là pour ce soir et on continue ça demain matin? C'est vous qui me dites. Comme vous voulez, je m'en fous. J'ai juste une question, c'était sur la première question du quiz 2. Oui. Elle est en rapport avec le TP qu'on devait faire. Alors, pardon, non, allez, excusez-moi, ouais, c'est en rapport avec le TP que font les premières années. Donc, oubliez cette question, effectivement, pour tout le monde. Je vous demande dans la Mais c'est quoi, du coup, vous appelez un cheminement? Alors, un cheminement, en fait, c'est qu'avec les étudiants de la Gaillarde, en première année, dans le module outils de l'ingénieur qu'ils sont en train de faire, ils ont une séquence de 4 heures où ils travaillent en groupe pour faire un cheminement avec un niveau, c'est-à-dire qu'ils partent d'un point de référence qui est marqué sur le campus et ils utilisent un niveau pour calculer le dénivelé jusqu'à un autre point qui est situé à 150 ou 200 mètres du point de départ. Et ils doivent estimer le dénivelé entre ces deux points au millimètre près en utilisant un niveau, une règle graduée, etc. Et du coup, cette question faisait référence à ce TP qui les occupe 4 heures, quelques semaines avant la réalisation des TPSIG. Donc, oubliez cette question ou alors cliquez juste, c'est les points de départ et de fin du cheminement de relevé de topo et ça sera bon. Et j'en tiendrai pas compte pour la notation finale, vu que vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est. Bon, on fait demain au pire. Ouais, moi je pense qu'on va faire demain. Ce que je vous propose demain, c'est que je pense qu'on attaquera demain matin par un petit cours sur les systèmes de coordonnées. Je vous l'avais promis, et du coup, ça sera nécessaire pour pouvoir… Ah non, mais je dis demain, demain on est jeudi, donc je ne vous ai pas, mais vendredi. Donc demain, vous avez autre chose, vous avez langue vivante, et puis l'après-midi, vous retrouvez Olivier et Fred pour continuer un peu les aspects analyse paysagère. Et du coup, on fera vendredi matin, on attaquera la journée de vendredi par un petit cours sur les systèmes de coordonnées, parce que c'est quelque chose qui va avoir son importance et pour lesquels vous devez avoir un minimum de connaissances pour savoir de quoi il en retourne et comprendre un petit peu tout ce qu'on a déjà vu là sur la modification des codes de SCR, pour savoir pourquoi on utilise Lambert 93, WGS 84, etc. Donc, si ça vous va pour l'instant, on s'en arrête là. N'oubliez pas de sauver vos projets QGIS avant de fermer, de finaliser ce que vous êtes en train de faire si vous êtes en train de finir une étape de traitement. Et puis, on se retrouve vendredi matin pour continuer le TP2 tranquillement, où là, vous aurez un petit peu plus de traitement à faire sur les données. Vous allez faire un petit peu plus ce qu'on appelle de l'analyse spatiale pour structurer modifier ou produire en tout cas des résultats à partir des données spatiales que vous avez à disposition sur le pack de données. Excusez-moi. Oui, Mansour. Du coup, voilà. Bon, je suis un peu en retard, mais c'était juste pour vous dire que, par exemple, les apprentis qui continuent de travailler, par exemple, moi, certes, je fais du télétravail, mais qu'un jour et demi par semaine. Mais tout le reste, je suis dans le domaine élevage et on va sur le terrain, on continue de travailler. Et donc, du coup, on est un peu largué par les cours. Et donc, j'essaie de suivre parfois, mais ce n'est pas évident. Et j'ai envoyé un mail à l'administration pour les apprentis, mais ça ne réagit pas. Et donc là, oui. Ok. Alors, Mansour, juste, tu as commencé en disant ouais, je suis un peu en retard et tout. Il n'y a pas de retard. Il y a l'endroit où tu en es en fonction de tes capacités et tes disponibilités pour avancer sur ces TP. Sache que si par exemple vendredi en fin de journée tu n'as pas fini les 2 TP, les 2 TP restent ouverts, le quiz aussi, etc. Et tu prends le temps qu'il te faut pour les faire correctement à ta vitesse et on pourra éventuellement rediscuter si tu as des questions techniques en plus des éléments de réponse que j'aurais apportés dans les vidéos. S'il y a des éléments qui te manquent, on aura toute la possibilité de revenir dessus si tu n'as pas réussi à finaliser et que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc, concernant l'administration, je pense que tu dois bien imaginer là, que vu la situation là, du confinement, etc.,
on est un petit peu à l'arrache dans tous les sens entre les étudiants qui sont encore en mobilité, ceux qui ont plus de stages, qui ont un petit peu de stage, et le cas particulier des apprentis. C'est vrai que ça fait beaucoup de cas spécifiques à devoir traiter. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que Olivier, Fred et moi ayons connaissance de ta situation. Donc, est-ce que tu as mis Olivier en copie du mail que tu as envoyé au SEB? Non, non, non. Alors, mets-nous en copie, parce que je pense que le plus important, c'est que nous, enseignants référents de ce module, on soit au courant de votre situation, plus que l'administration, pour qu'on puisse après voir comment on adapte un petit peu notre rythme de travail et comment on essaye de prendre en considération votre problème, comment on peut revenir vers vous pour éventuellement trouver une solution qui soit la plus à même de vous donner du confort de travail. D'accord. D'accord. Merci. Ne t'inquiète pas, le module dure 4 semaines, on trouvera le temps qu'il faut et comment s'adapter. Par contre, il faut que tu nous tiennes au courant pour que nous, on puisse réagir éventuellement avant même d'avoir une réponse de l'administration. D'accord, merci. D'accord. Voilà. Merci. Pas de problème. Bon, ben, pour tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée, un bon apéro Skype si c'est prévu ce soir. Et puis, on se retrouve vendredi matin à 9 h pour continuer un petit peu là, cette découverte des systèmes d'information géographique. Encore une fois, en prenant votre temps, mon objectif, moi, ce n'est pas de vous dégoûter de cet outil, hein, mais c'est de vous laisser le temps nécessaire pour que vous le preniez en main et que vous puissiez voir un peu le potentiel de ces applications pour ce que vous aurez à faire après dans vos différentes postures professionnelles. Et encore une fois, dans le monde de l'agronomie, mais dans le monde en général, la donnée spatiale prend de plus en plus de place et la maîtrise de ces outils SIG, même partiels, est vraiment un plus là pour vos futures recherches et de stage et de travail dans les années qui viennent, puisque maintenant c'est presque un prérequis attendu dans la plupart des fiches de poste. C'est toujours apprécié que vous sachiez produire des cartes et montrer sous forme de documents cartographiques des résultats que vous auriez obtenus sur le terrain à travers, par exemple, vos études de système agronomique, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps pour que, à la fin là, des 3 jours qu'on va passer ensemble et à la fin du module, puisque vous allez remobiliser ce logiciel dans un cadre un peu moins guidé et dans un cadre dans le cadre du module en faisant une analyse de changement sur la zone de Lorraie, on vous en parlera la semaine prochaine. Il faut que vous soyez à l'aise un minimum avec ce logiciel pour pouvoir produire des cartes, charger 3 couches d'informations, choisir les couleurs, etc. pour que vous puissiez illustrer vos documents cartographiques. Il y a quelques années, c'était un plus. Et maintenant, en fait, c'est un attendu. Ça veut dire que s'il n'y en a pas, c'est considéré comme un moins sur l'évaluation de votre travail. Et donc, ça serait dommage que vous passiez à côté de ça. Donc, reposez-vous bien. Et on se retrouve vendredi matin à 9 h pour continuer cette séquence de TP et puis de cours sur la géomatique. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Alors, Mélissande, est-ce que tu es encore là, Mélissande? Est-ce que Mélissande est encore là? Oui, elle est encore là. Donc, je te rassure, les TP 1 et 2 ne sont pas à rendre vendredi. Plus tôt vous l'aurez fait, plus tôt vous en serez débarrassé. Mais si après, il vous faut le week-end en plus pour finir les TP 1 et 2 et peaufiner la carte, vous aurez la possibilité de le faire puisque le dépôt des documents est ouvert encore pendant 1 mois, je crois, sur la plateforme TICA. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, bon, qui ne dit rien. D'accord, super. Ouais, ok, super. Bon, très bien pour la résolution du problème avec le quiz. À vendredi pour tout le monde. Au revoir. Au revoir. Il y a tous les trucs gonflables.